Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour et bienvenue à notre chaîne. Mesdames et messieurs, nous alignons à la prise de vue et la réalisation notre ingénieur Fanny Chiswaka. Moi je m'appelle Gelor Kashita, je suis à la présentation, je ne suis pas seul à la présentation. Je suis accompagné de Madame Exodis Lukombo. Avec elle, nous allons recevoir avec tous les honneurs possibles Monsieur le professeur Fidèle Mfamba. Nous allons parler sur la crise institutionnelle dans notre pays. Mesdames et messieurs, je vous demande de toujours partager nos émissions, toujours liker, pourquoi pas vous abonner massivement à notre chaîne. Et je vous souhaite bonnes conditions d'écoute à tous, à toutes. Merci beaucoup. Une fois de plus, bonjour fidèles téléspectateurs. Merci d'être toujours là pour nous entendre, pour nous écouter. Comme je l'avais déjà annoncé dans le titre, je reçois sur ce plateau, donc nous recevons sur ce plateau Monsieur le professeur Fidèle, on le reçoit avec tous les honneurs possibles. Monsieur le professeur, bonjour. Oui, soyez le bienvenu. Bonjour, bonjour. Nous vous recevons avec tous les honneurs possibles. Merci, c'est gentil. Ouais, bonjour Madame Exodis. Bonjour Monsieur Gelor, salutations à tous les Congolais qui nous suivent à travers le monde. Nous vous avons promis de recevoir sur ces plateaux un grand professeur alors pour parler de la crise institutionnelle parce que d'aucuns ignorent qu'il y a pas mal de problèmes qui se passent dans la société. On se pose des questions, mais les réponses, on n'en avait pas aujourd'hui. Le professeur est là disponible pour pouvoir répondre à toutes nos questions. Bien, merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Oui. Vous êtes qui est professeur Fidèle Mfamba et quel est votre cursus? Ouf. Bon, je ne m'attendais pas à ça. Je suis professeur de droit public. J'ai fait la thèse sur la crise des institutions de la République démocratique du Congo. En fait, je suis spécialiste, mon expertise, je suis spécialiste de la crise des services publics au Congo. J'ai fait cette analyse en diplôme d'études approfondies en droit public, qui est le premier diplôme supérieur avant d'arriver à la thèse. Et j'ai fait la thèse sur la question des services publics au Congo, leur désorganisation, les causes de la crise de notre société et les tenants et les aboutissants de la destruction de notre société. C'est ça mon domaine de prédilection. Donc je suis diplômé d'études approfondies en droit public et services publics et j'ai fait la thèse sur les services publics. Je crois que ça me suffit comme ça, plutôt que de... Et j'ai écrit beaucoup de livres où je ne parle que de la crise, où je démontre que comment le comportement de nos acteurs, des comportements irréguliers, et puis ils aiment engager des gens qui ne savent rien, et ils se contentent de ça, et puis ils nous présentent la société qui s'est détruite. Et je suis théoricien, j'ai fait la théorie de la crise de services du Congo, et j'ai démontré comment notre méthode de gestion de notre société, notre méthode c'est une méthode d'autodestruction, d'auto-trahison, d'auto-calomnie, d'auto-contre. Ça signifie quoi? J'explique, je vous expliquerai. Et quand nous faisons du mal, généralement, nous croyons ne pas préparer les autres. Ils organisent aussi leur mal et c'est comme ça qu'on a détruit le pays. Donc je vais démontrer qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore la société étatique. Nous sommes obligés de la construire pour que finalement nous ayons une idée de parler de l'opposition. Parce que souvent vous utilisez des vocabulaires qui sont non appropriés, qui dans notre pays n'ont aucun sens. Et on parle de l'opposition alors qu'actuellement on n'a pas encore un pouvoir uniforme de tous les Congolais pour que nous puissions nous organiser pour rentabiliser l'idée de l'opposition. Mais donc on est dans le faux fuyant, dans le faux vocabulaire, dans l'usage des mots à contresens et sur lesquels je vais revenir pour essayer de modifier, d'aider les Congolais à modifier leur comportement vis-à-vis de la Merci République. beaucoup, professeur. Merci. Vous êtes professeur des universités. Oui, je suis professeur d'université. Vous avez analysé, avant d'entrer dans la matière, Il n'y a pas de sûr, problème, oui. comment vous avez analysé le propos du chef de l'État récemment face aux enseignants? Vous êtes professeur des universités. Oui, mais d'ailleurs, je corrige. J'ai reçu cette question dans une émission que j'ai pu développer il n'y a pas longtemps. Je corrige la façon de parler des Congolais. Donc, il parle
des professeurs d'université. Le président a parlé de l'enseignant. Il était correct. Il a parlé de l'enseignant. Donc l'enseignant, c'est de l'école primaire, en passant par les écoles moyennes, et les écoles techniques et jusqu'à l'université. Donc c'est tout celui qui enseigne s'appelle enseignant. Donc maintenant, les termes diffèrent lorsque on arrive à un niveau universitaire. Au niveau universitaire, on a déjà les professeurs qui enseignent dans des écoles techniques, dans les instituts. Nous avons les LISTA, IBTP. Donc il y en a qui enseignent dans les écoles des ITEM, les écoles d'enseignement médical, donc qui ont une responsabilité précise. Donc, mais il y a un problème qui est commun. Un problème qui est commun. Le président, quand je le dis, je ne le dis pas pour le laver. Je considère que c'est ce qu'il a dit avait un sens. Il a dit les enseignants n'ont pas un niveau. Je n'avais pas suivi ce qu'il avait dit, je ne sais pas ce qu'il avait formulé exactement. Mais du fait de dire que l'enseignement n'a pas le niveau qu'il faut, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ma réponse, c'est en fonction de ce qu'il a dit, ce que vous m'avez rapporté. J'ai dit que l'enseignant, le président n'a pas mal dit lorsqu'il constate. Il constate. Mais ce constat qu'il a fait sur les enseignants, il n'a pas analysé le dossier. C'est vrai, lui, il n'est pas analyste. Lui, il est président de la République, il constate les faits. Il n'est pas analyste. C'est nous, les analystes, qui devrions donner un sens à ce qu'il a dit. Quand il a dit, et j'ai mis pour moi personnellement, pour ce Famba, j'ai déjà enseigné là-dessus, il dit il y a une corruption qui commence depuis la base. Ça, c'est un élément que je donne et je signe et je persiste. Il y a, quand vous, d'ailleurs ce que je disais, quand vous inscrivez vos enfants à l'école primaire, vous les recommandez. Un petit enfant, est-ce qu'il a besoin d'une recommandation? Ça signifie vous poussez l'enseignant à ne pas l'encadrer correctement. Et du fait que vous ne l'avez pas encadré correctement, il va passer des classes, il n'a pas étudié. Donc la destruction de l'enseignement dans notre pays, elle a commencé depuis le bas âge. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez le fruit de la corruption qui gangrène notre pays. Comment? L'enfant arrive à l'école secondaire. Vous le recommandez en même temps. Et quand vous le recommandez, les enseignants qui l'ont en charge ne lui donnent pas l'éducation qu'il faut parce que la moins a-t-elle. Donc, alors, cette façon d'avoir organisé une systémique de favoritisme, vous avez affaibli l'enfant. Donc, parce que quand il va finir, il n'a pas la connaissance qu'il devait avoir. Donc, maintenant, on est arrivé à l'université. Et puis d'abord, aux humanités, à la fin, vous savez, les diplômes des gens qui chantent, les lauréates, qui parlent à vos télévisions, ça veut dire qu'ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient avoir un diplôme. Parce qu'il n'a même pas étudié, il n'a pas de connaissances, mais il est diplômé. Et voilà, alors quand on a donné un diplôme à quelqu'un comme ça, quand vous l'envoyez à l'université, vous le recommandez encore en même temps. D'ailleurs, les gens pour avoir le diplôme, qu'est-ce que vous faites? Parce que j'enseigne ces choses-là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous organisez les examens, d'ailleurs même les concours pour recruter, le concours du point de vue professionnel, même les concours le concours qu'on pose pour prendre les enfants à l'école, première année. Vous envoyez des gens qui vont neutraliser le concours. Vous recommandez tellement les gens au point que quand les gens veulent établir la liste, ils ont plus de recommandations que les gens qui ont réussi au concours. Donc, tous ces gens ont été pris en charge par la société. Et au point que quand on l'inscrit, il ne sait même pas ce qu'il va étudier. Et à tout moment, quand il échoue, il y a des recommandations. Et je vais vous donner un exemple personnel que j'ai vécu. J'ai eu beaucoup de problèmes avec le gouvernement passé, qui était à l'époque du président Kabila. Donc, j'ai été secrétaire du jury. Je pose cette question-là pour tous vos spectateurs qui voient. Je pose cette question-là. Je suis secrétaire du jury. Les collègues envoient des points, j'enregistre dans les fiches de chaque étudiant. On me recommande de laisser passer les étudiants. Est-ce que le secrétaire du jury a la compétence de falsifier les cotes de ses collègues? Est-ce qu'il a les cotes? Est-ce que lui il a les cotes qu'il va inventer? Non, il doit prendre les cotes des étudiants, les inscrire et constater. Quand il additionne, il termine, il dit au président du jury qu'il a tout calculé. Il n'y a que par exemple 20 étudiants qui ont réussi. Vous allez envoyer vos recommandations pour que tous ceux qui ont échoué n'échouent pas.
Et jusqu'à ce que finalement, à la fin, on a tous des diplômes. Et le professeur Fambakal fit ça, des diplômes contre vous. Je vais vous expliquer pourquoi je dis que ce sont des diplômes contre vous. Ces diplômes-là, c'est des gens vous ont recommandé et vous l'avez eu, vous ne le méritez pas. Et puis maintenant, vous êtes cadre. C'est des questions techniques que je pose. Je vois que les Congolais, si je leur explique ces choses-là, ils vont comprendre comment ils ont tous participé à la destruction de notre société. Donc ces gens-là, vous allez les appeler cadres. Ils ne sont pas cadres. Et quand vous lui donnez un poste, il ne sait rien faire. Parce qu'il ne sait rien. Quand il ne sait rien, vous voulez qu'il fasse quoi? Donc de sorte qu'à la fin, vous avez une société, presque globalement, une société donnée entre les mains des irresponsables. Merci beaucoup, professeur. Cette analyse, en tout cas, nous pousse à vous poser une question, toujours en rapport avec la crise. Parce que tout à l'heure, vous aviez dit que vous avez parlé de la notion de l'autodestruction, c'est-à-dire vous êtes passé par un cursus de cette manière. De cette manière-là, vous devenez responsable dans une entreprise publique, par exemple. Ah ben voilà. Mais après, vous ne savez rien faire. Voilà. Alors, nous allons vous poser cette question comme professeur de droit administratif aussi dans plusieurs universités. Est-ce que vous pensez que la notion, par exemple, sur la responsabilité, également les actes administratifs, est vraiment comprise, cette notion, par les agents publics et les autorités de l'État? Oui, mais voilà, ça me fait plaisir d'expliquer ce qui est crise. Au fait, la crise de notre société, elle est structurelle et fonctionnelle. Du point de vue des structures étatiques, nous avons tout ce que nous avons hérité des Belges, nous avons détruit. Par la politique d'autogestion, d'auto-trahison, ça veut dire quoi? Quand nous ne savons pas poser des actes de notre compétence, nous colmatons tout ce que nous trouvons sur le terrain, nous ne le faisons pas correctement. Donc ça crée un déficit. Donc quand quelqu'un vient, d'ailleurs quand tu me poses cette histoire au niveau des notions des actes, des actes administratifs, les règlements, et avec les circulaires, les instructions, les avis, tous ces actes-là, ils ont un sens technique lorsque le chef qui est là, il connaît ce qu'il fait. Quand il ne sait pas, il va faire quoi? Et d'ailleurs, c'est comme ça, d'ailleurs, cette information, je la révèle, je vous la donne tout le temps parce que je veux que les gens sachent tout ce qu'ils ont fait comme destruction. Aujourd'hui, votre fonction publique, il est inondé de gens qui n'ont pas étudié. Pourquoi? Parce que chaque oncle, chaque tante, chacun qui était chef quelque part a soutiré l'acte administratif. C'est lui, l'arrêté qui a nommé les gens. Il a multiplié l'arrêté. Il a mis les noms de ses tantes, de ses oncles, de ses cousins, de ses enfants. Et vous voulez que l'État se retrouve? L'État ne peut pas se retrouver parce qu'en réalité, ce ne sont plus les fonctionnaires qui ont été recrutés conformes au droit. C'est tout simplement les gens qu'on a ramassés dans chaque clan, chaque famille a envoyé ces gens qu'on a mis sur le dos de l'État. Si j'appelle les bois morts. Tous ces bois morts qui sont sur le dos de l'État, l'État doit trouver l'argent pour les payer. Mais on va payer quelqu'un qui ne sait rien. Qui ne sait rien, qui ne connaît rien, mais qui n'a même pas étudié. Mais on l'a mis comme fonctionnaire. Vous voyez? C'est ça. Je vais continuer à expliquer ça pour que vous compreniez qu'au fait, la destruction, elle est totale. La destruction de notre société, elle est totale. Donc il faut vraiment les mérites. Donc la société doit se remettre en cause. Merci beaucoup, professeur. Monsieur le professeur, dans vos différentes interventions, enseignements, vous avez toujours soutenu que la RDC était un pays en crise. Alors, quels sont... C'est un pays, ce n'est pas un État. Et je vais expliquer. C'est un État en crise, bien évidemment. Non, c'est un pays. Il n'a pas... L'État n'existe pas. L'État, il est... Donc ça veut dire que les gens qui devaient fabriquer l'État ne l'ont pas fabriqué. Quelles sont les raisons principales, monsieur le professeur? Donc voilà ce que je vais vous expliquer. Le Congo, c'est un pays, du point de vue sociologique. C'est un pays. Et un pays, j'ai dit, c'est un pays plural. Il a plusieurs nations, il a plusieurs langues, il a plusieurs cultures. Ça, au moins, vous le savez. Donc, je vous le fais constater. Donc, le Congo, c'est une société en nature. Donc, tel qu'il est fondé par les Belges, parce qu'ils ont tué notre formation étatique, qui était des empires, des royaumes. Donc, on nous a mis tous dans ce qu'on a appelé république.
Alors j'ai dit, on a créé une société, et j'ai même fait un livre la dernière fois, en 2020, j'ai fait un livre sur la République démocratique du Congo, qui est une république plurinationale. Plurinationale. Donc ça veut dire, le mot république, ça signifie la chose commune. La chose commune, res publica, la chose commune, une chose à nous tous. C'est ça la République. Donc, ça a été fabriqué par les Belges. Ils nous ont mis dans la République démocratique du Congo. Et je vais d'ailleurs vous dire que quand on a créé cette République, on l'a appelée République démocratique du Congo. C'est un faux vocabulaire. On a même fait une insulte à la nation congolaise. Parce que quand on a dit que nous sommes une République démocratique du Congo, en réalité, nous ne sommes pas une République. Pourquoi? Parce que tous les Congolais, toutes les ethnies du Congo ne considèrent pas Congo comme étant leur affaire commune. Je vais expliquer maintenant précisément pour qu'on se comprenne pourquoi j'ai dit le Congo n'est pas un État. C'est une république bananière, c'est une société qui a plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs façons de voir les choses. Or, la République doit avoir un modèle, doit être un modèle. Alors voilà ce que je vous explique pourquoi l'État n'est pas dans notre Congo. L'État provient d'une union des populations. Une union des populations. Comme nous avons plusieurs ethnies, nous sommes obligés de nous unir tous. Et quand nous nous unissons tous, nous allons tous défendre le Congo. Donc l'amour de la patrie. Donc nous allons tous, par notre amour, défendre le Congo. Et pour que le Congo soit gouverné, qu'est-ce que nous faisons? Pour que le Congo soit gouverné, nous tous, en tant que fils et filles de ce pays, nous devrions donc avoir ce qu'on appelle le sens du bien commun. L'amour de la patrie. Ça s'appelle, en termes maintenant techniques, une population. Une population dont on parle, ce n'est pas une population connue. Elle doit être connue de l'extérieur par les pays les autres pays au monde. Ils doivent connaître que ceux-là, ils sont congolais. Ça veut dire, c'est une unité spirituelle. Quand nous sommes une population, c'est un être qui n'est pas existant, citoyen qui n'existe pas. Mais en quoi nous croyons? Nous, peuple, nous croyons à notre citoyenneté. Nous acceptons notre existence comme étant congolais. Donc ça veut dire, pour accepter ça, nous devons nous aimer. D'abord, c'est écrit dans beaucoup de livres psychologiques et les sociologues qui analysent la nationalité. Ils vous disent que c'est une population, c'est un ensemble de plusieurs peuples qui s'aiment, qui s'unissent, qui sont forts en amour. Donc quand ils sont tous forts en amour, ils s'aiment, cette force d'unité donne ce qu'on appelle en droit la nation. Donc, nation, c'est une base sociologique des gens qui s'aiment et qui s'aiment tellement qu'ils n'acceptent pas qu'on détruise leur pays. Or, nous, on est dans la destruction. Depuis que je donne des exemples, je démontre que nous, on est dans la destruction tous les jours. Donc, nous n'avons pas l'amour de notre pays pour le sauvegarder, le sauver du déluge. Et raison pour laquelle j'ai dit non. Tant que nous n'avons pas l'amour, nous ne serons jamais gouvernés. J'ai tiré une conséquence directe en droit. Parce que le gouvernement, c'est l'expression juridique de la nation. Donc, pour avoir un gouvernement, c'est les peuples nombreux qui s'entendent et qui acceptent au nom de la nation. Ça veut dire que la nation, c'est une base fictive, une abstraction. Mais on le considère comme une force vive de la nation. Celle qui garde la souveraineté. Donc, alors tout ça, ce sont des substantifs sur lesquels on peut analyser des questions plus tard. Mais comprenez que quand nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas amoureux de notre patrie, nous ne pouvons pas avoir un gouvernement qui est le troisième élément constitutif de l'État. Donc une population que j'ai citée tout à l'heure, un territoire, donc nous devons avoir une autorité qui nous gouverne. Depuis 60, nous avons toujours un problème de gouvernement. Depuis 60. Toute la première république, elle est partie en destruction parce qu'il n'y a personne qui nous a gouverné convenablement. Donc, Mobutu nous a imposé une systémique de citoyenneté qui a voulu donner la stabilité, mais il a laissé le pays détruit par les gouvernements du monde qui venaient exploiter chez nous. Donc, nous n'avons pas de gouvernement.
Tshisekedi, quand il a pris le pouvoir, j'ai dit, quand même quelqu'un qui peut nous aider à nous gouverner. Mais tout le monde est opposé, parce que c'était une question que tu me posais, et tu me disais qu'on pouvait l'analyser. Donc tout le monde veut gouverner. Et il veut gouverner en termes de représentants d'un clan. En termes de représentants d'un clan. Voir les quotas même. Oui, voilà. On a imaginé beaucoup de vocabulaire. La géopolitique, le quota. Donc tout ça, ça a embêté l'État de pouvoir. D'ailleurs, 25 ans de Kabila, 25 ans de l'Alliance. L'Alliance, non? Celle qui est venue chasser Mobutu. L'Alliance a 25 ans aujourd'hui. A 25 ans aujourd'hui. Et le pays est où? Le pays est où? Le pays est complètement détruit. Parce qu'effectivement, nos actes mutuels et individuels que nous posons constituent des contre-destructions. C'est lui qui a détruit le premier. Nous, quand on veut agir, on détruit aussi. Donc nous faisons l'autodestruction et l'auto-contre-destruction. C'est ce qui fait que nous ne pouvons pas avoir une république. Une république doit être une chose à nous tous. Une chose commune à nous tous, que nous pouvons défendre. Bien, merci, professeur. Nous retenons que la crise, elle est profonde. Très profonde. Et que les Congolais ne s'entraînent pas pour qu'on arrive à parler de la nation. Il faudrait qu'à la base, qu'il y ait l'amour. L'amour de la patrie. On ne rentre vraiment pas dans la politique, mais on voudrait quand même survoler et puis éclairer l'opinion, parce qu'aujourd'hui, on a vu l'Église catholique chercher à rassembler les leaders katangais, au nom bien sûr de l'amour, mais la même Église n'a pas pu mettre ensemble les Katangais et les Kassaïens quand ils avaient été dans des divergences. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette unité que l'Église catholique prônait? Mais il faut me donner l'occasion d'analyser toujours les éléments qui concernent l'État pour que les gens qui vous suivent, hein, qui regardent vos télés, qui suivent, qui comprennent. Le pays est dans une crise très profonde. La Belgique nous a fait en 4 groupes. La Belgique. Il a dit les Congolais sont divisés sont composés des Congolais de Bakongo, les Congolais de Katanga, les Congolais du Kasaï, et les Congolais de l'Équateur. Donc on a fait 4 groupes. Donc les Bakongo, les Bangala, les Baswahili et les Kassaïens qu'on appelait les Baluba. Je dénonce cette façon de faire les choses qui a été d'ailleurs très très propagée du temps belge. La Belgique nous a regroupés comme ça pour nous dominer. Les Congolais doivent savoir qu'ils ne doivent pas avoir une peur de s'unir. Pourquoi? Parce que la division que la Belgique a faite, il ne l'a pas faite pour que nous puissions nous aider, nous connaître, nous aimer. Il nous a divisés pour bien régner chez nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comprendre aux gens que nous avons la langue lingala. Vous savez que le lingala, quand vous êtes à l'Équateur, vous n'avez pas que le lingala. Je vous le dis. Parce que si je vous pose des questions, je sais qu'on discute avec vous, ça va nous prendre trop de temps. Donc, les Bangala, tout le peuple Ngala n'est pas Mongala. Donc, il y a plusieurs peuples qui sont à l'Équateur. Et j'expliquais aussi que tous ceux qui sont swahiliphones, tous les Katangais, tous ils ne sont pas les swahiliphones. Tout Katanga, il y a beaucoup de peuples qui habitent Katanga, qui sont les ethnies de Katanga, qui ne sont pas tous swahiliphones. Et puis vous avez les Bakongo, tous, ils ne sont pas tous Congo. Ils ne sont pas tous Congo. Vous connaissez, il y a les Basingombe, il y a les Bayanzi, Bandibou, Bantandu, vous avez. Donc ils ne sont pas un même peuple. Donc à partir du moment où nous avons un problème de multiplicité des peuples, nous ne pouvons pas créer une république si nous ne nous entendons pas. Donc vous avez la preuve, c'est que le Kasaï là on l'attribue au Baluba. Mais le Kasaï n'est pas que les Baluba. Le Kasaï, il y a beaucoup de peuples qui n'acceptent pas l'arrogance du Moulouba. Donc beaucoup de peuples qui ne se trouvent pas identifiés comme Louba, mais qui se battent pour ça. Donc ça signifie quoi? Il y a une réalité sociologique dont on doit tenir compte pour créer le Congo, l'unité du Congo. Donc ça veut dire qu'on doit identifier tous les peuples qui habitent le Congo et les interpeller pour qu'ils s'aiment les uns les autres. Et leur amour qu'ils vont exprimer va rentrer dans ce qu'on appelle la nation.
Donc quand plusieurs peuples s'aiment, ils fondent ce qu'on appelle une population. Et une population, donc, ces membres qui sont unis, qui s'entraident, qui s'aiment, ils constituent sociologiquement une nation. Et l'État dont vous parlez là, c'est l'expression juridique d'une nation. Donc l'État, les Congolais, il faut qu'ils comprennent ça. L'État, quand on parle, l'État, on est gouverné, vous n'êtes pas gouverné parce qu'effectivement, vous amenez toutes vos divisions clanico, tribalo, ethniques, et vous venez maîtriser le centre politique. Il est incapable de transcender vos divisions pour créer une unité dans la diversité. Ces choses-là, je les explique. J'ai fait une thèse, je connais, et j'essaye de donner des éléments d'analyse à tout un chacun pour que chacun de nous avale et ils comprennent que nous avons un problème. Quand je n'aime pas mon frère, comment nous pouvons être gouvernés alors qu'on ne s'aime pas? Or, toutes les sociétés qui sont gouvernées, surtout les Européens, on prêche l'amour de la patrie. L'amour de la patrie. C'est-à-dire, quand vous aimez le Congo, vous devez vous aimer vos concitoyens et défendre le Congo. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que ces choses-là, je les mets dans le vocabulaire assez courant pour que nous puissions nous comprendre. Donc, nous sommes obligés de nous aimer. Donc, si nous ne faisons pas l'identification des Congolais et nous ne les invitons pas à l'amour de la patrie, nous n'aurons pas un gouvernement qui va nous gouverner. Merci beaucoup, professeur. Nous comprenons que vous nous demandez l'amour sur cette question. Monsieur le professeur, une grande question oppose les juristes sur la juridiction compétente qui doit juger un ancien Premier ministre dans notre pays. Y a-t-il un vide dans votre législation sur cette question, monsieur le professeur? Mais votre constitution a tranché la question. Il n'a pas parlé de l'ancien Premier ministre. La réponse à cette question-là, c'est une question qui n'est pas traitée dans votre constitution, qui n'a pas parlé de l'ancien Premier ministre. Donc l'ancien Premier ministre ne peut pas être jugé parce qu'il n'est pas constitutionnellement redevable et injusticiable d'une juridiction. C'est ça la réalité juridique. Donc en principe, des lege ferenda, on pourra peut-être voir si on peut imaginer les infractions des gens qui ont occupé les... Mais moi je considère que cette question-là, d'ailleurs telle qu'elle est posée par les Congolais, c'est pour s'enfoncer encore davantage dans la crise. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand quelqu'un est en fonction, et je reviens toujours dans la destruction que nous faisons nous-mêmes de notre pays, quand quelqu'un est en fonction, lorsqu'il commet une infraction, cette infraction se trouve au code pénal. C'est la concussion. La corruption commise par un fonctionnaire, la concussion, qui sont des infractions qui sont commises par des fonctionnaires. Quand tu exerces les fonctions, tu commets une infraction, on doit te juger en ce moment-là. Et si on veut juger quelqu'un qui a fait une infraction quand il était chef, c'est quand il était chef qu'il devait être poursuivi. Mais on a ajouté les immunités qui font que pour poursuivre quelqu'un qui est en fonction, il faut d'abord obtenir l'élevé des immunités. Donc, et puis, c'est ça la question de droit, comment elle se pose, de cette manière-là. De telle sorte que quand un fonctionnaire commet l'infraction, il doit être poursuivi parce que l'infraction est cristallisée. Nous savons que quand vous avez commis une infraction, elle est cristallisée à la date où vous l'avez commise. Donc maintenant, si on doit vous interpeller, il faut qu'on vous interpelle en tant qu'un ancien fonctionnaire. Mais est-ce qu'un ancien fonctionnaire, il devait d'abord terminer le mandat ou la fonction pour être poursuivi après? Non, il devait être saisi par le parquet qui allait analyser par une procédure juridictionnelle et préjuridictionnelle, analyser les dossiers, découvrir que l'infraction est consommée, et donc l'infraction est consommée, on devait normalement demander au monsieur de démissionner. Vous voyez les procédures classiques du droit, c'est celui-là. Donc il démissionne, maintenant le parquet le prend, on le met en justice et puis on le condamne. Mais ou bien s'il se justifie, il trouve qu'il n'a pas commis l'infraction, on le gracie. Mais la grande question qui se pose chez nous, c'est quoi? Toutes les questions de droit telles que résolues par les Européens, nous les avons copiées. Nous avons copié, mais nous sommes dans l'impossibilité de faire démettre quelqu'un qui est en fonction, qui a commis une infraction. C'est comme ça que chez vous, vous ne faites jamais, vous ne constatez jamais que les gens qui sont en pleine fonction et qui ont commis des infractions, qui ont détourné les fonds de l'État,
Matata, vous voyez combien de l'argent on imagine qu'il a détourné. Il était Premier ministre. Maintenant, vous voulez le poursuivre en tant devenu citoyen. Mais citoyen, il est sénateur. On vous dit non, il faut, vous comprenez. On a multiplié des procédures de protection qui empêchent la justice de faire son travail. C'est comme ça que la Cour constitutionnelle a pu vous dire non, il n'est pas compétent pour juger un ancien Premier ministre. Parce qu'il n'est plus en fonction, il n'est plus justiciable de la Cour constitutionnelle. Et j'ai trouvé des débats, j'entends les gens faire des débats. Mais vous faites des débats sur des questions accessoires. Le fond de la question, c'est d'avoir un État responsable, un gouvernement responsable, qui peut faire démettre quelqu'un qui a commis une infraction, et le destituer et le mettre devant la justice. Vous voyez? Donc quand vous êtes en défaut de faire ce qu'il faut faire, vous aimez passer le temps à spéculer sur des questions accessoires. C'est comme ça que moi j'analyse toutes ces situations-là. Il est allé à la Cour de cassation. Cassation a dit quoi? Vous avez la solution de la cassation. Cassation a dit qu'il n'était pas aussi compétent. Donc toutes les juridictions ont nié leur compétence. En réalité, ils n'ont pas nié la compétence. Parce qu'en réalité, le monsieur statut avant statut de Premier ministre justiciable de la Cour, ces statuts-là, quand vous n'êtes plus ministre, vous ne répondez plus à ces statuts-là. Quand vous n'êtes plus ministre, vous ne répondez plus à ces statuts-là. Donc, alors, vous voulez canoniser, c'est-à-dire vous voulez coordonner une loi qui parlera de l'ancien Premier ministre. Est-ce que vous savez d'abord que les premiers ministres n'appartiennent pas à une catégorie de citoyens? C'est quand on est Premier ministre. Lorsqu'on est un ami du chef, on devient ministre. On devient ministre quand on élit les ministres. Les ministres ne sont pas élus, ce sont des hommes qui sont nommés par leurs amis, qui les placent au pouvoir et qui les protègent. Donc alors quand ils terminent, vous voulez maintenant réfléchir sur l'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre n'est pas un statut juridique connu en droit public congolais. Merci beaucoup, professeur. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas un statut connu en droit public congolais. Donc pour qu'il y ait des incriminations qu'on va aborder au niveau de l'ancien Premier ministre. Non, le monsieur a été Premier ministre. Si le parquet a été saisi, il aurait pu le poursuivre par le principe de cristallisation des infractions qui ont été commises. Il avait détourné beaucoup de fonds. Et aujourd'hui, vous n'avez pas la preuve. Vous voulez l'apporter comme ancien Premier ministre. Vous voulez le juger en fonction de quoi? Vous comprenez? Donc, parce que nous copions les droits des autres, nous ne savons pas la réalité que ça cache pour que nous puissions rendre notre pays fonctionnel. C'est pour ça que j'ai dit notre crise, elle est structurelle et fonctionnelle. Parce que tous les services, quand ils sont organisés, ils ne fonctionnent plus. Et quand ils ne fonctionnent pas, vous voulez que le pays avance comment? Merci beaucoup, professeur. Vous êtes non seulement spécialiste des questions administratives, mais aussi de celles des constitutionnelles. Alors, oui, je suis publiciste. Que pouvons-nous retenir du tirage au sort effectué récemment à la Cour constitutionnelle? Non, mais le tirage au sort s'est fait. Bon, je crois qu'il y a des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre pour éviter de donner des points de vue sur des questions qui sont sensibles. Parce que ce qui a été fait là a été fait. Donc déjà, on a fait nommer notre collègue, alors que ce qui était à la Cour constitutionnelle n'était pas... le délai n'était pas fini, il y avait les 3 mois. Chaque fois 3 mois, on enlève 3 juges après 3 ans. Mais il n'y avait pas encore, ce délai-là n'était pas arrivé. On a dû nommer un président. Et puis avant même que les délais-là ne finissent, on a organisé les tirages au sort. Ce sont des irrégularités congolaises sur lesquelles je n'ai pas d'opinion à donner. C'est à la congolaise. C'est à la congolaise. Le Congolais, Congolo, ils font n'importe quoi. Donc je n'ai pas d'opinion à donner. Vous savez que le garçon, par respect pour moi et puis pour lui, je n'ai pas d'analyse à faire sur sa question. Ok, merci beaucoup, professeur. Nous tendons déjà, je vais dire, vers la fin de notre émission. Mais une question importante aussi, c'est celle de savoir ce que le professeur Fidèle Fouamba préconise pour que le Congo arrive à sortir de cette crise. Oui, mais le Congo doit sortir de la crise en fondant l'État. Donc, nous sommes un peuple, nous sommes plusieurs peuples
Nous avons, je vais répondre de manière systématique à cette question-là pour donner l'idée à tous ces petits peuples qui, de temps en temps, ils pleurent, ils ne comprennent pas, ils disent, je dis non, nous sommes plusieurs peuples, nous ne sommes pas un peuple. Donc les Congolais doivent s'unir pour constituer un peuple. Donc ce que j'ai appelé une population. Population, populace, peuple, c'est un groupement humain. Donc le groupement humain du Congo est multiracial, multinational. Donc l'unité du Congo doit provenir de nous Congolais. Donc quand nous sommes unis, nous sommes gouvernables parce que notre nation va, ce qu'on appelle les élections. Parce que c'est une question peut-être qui allait venir chez vous, mais qui est liée à cette problématique-là. Donc quand vous êtes plusieurs, pour avoir un délégué, il est presque magique. Si vous n'appartenez pas tous à un même groupe social. Parce que comme nous ne sommes pas homogènes, nous sommes hétérogènes, nous sommes plurinationaux. Donc pour avoir un choix d'un premier ministre, d'un ministre, d'un président de la République, nous devons nous aimer les uns les autres. On est obligé. Parce que sinon, nous n'aurons jamais un gouvernement qui s'établira. Et d'ailleurs, je me posais des questions dans mes recherches approfondies. J'ai posé des questions et j'ai dit, mais les Congolais sont tellement haineux. Vous avez une haine presque de manière congénitale, au point que vous n'aimez personne. Alors, qui va vous gouverner? Donc, parce qu'aujourd'hui, vous avez dit que Tshisekedi il est le président de Balouba. Parce que Mobutu était président de Bangala. Vous avez un président de Swahili. Vous avez maintenant un Swahiliphone, Kabila le père, et puis qui est venu, et vous savez tout ce qu'il y a comme embouteillage pour qu'il soit Katangé ou qu'il ne soit pas Katangé. Bref. Donc, ça veut dire que des 450 ethnies, pour avoir un président, nous devons nous aimer. Parce que nous devons avoir l'amour de notre patrie, de notre société, pour que quand on élit ou on choisit quelqu'un, c'est quelqu'un qui a résolu les problèmes de notre pays. Mais si nous sommes toujours clanico-tribalo-ethniques, nous avons un problème. Comment nous allons accepter celui qui sera élu? Est-ce que nous aurons 450 présidents de la République? Est-ce que nous aurons 450 premiers ministres? Est-ce que nous aurons des ministres 450 fois? Non. Ça veut dire que la problématique de la gouvernance de l'État demande que la nation envoie les représentants. Or, notre nation provient de notre amour de notre pays. C'est comme ça. Donc, ça, ils peuvent se dire, ah, vous faites ça, c'est vrai, on peut ça, on peut faire. Parce que si vous dites, non, vous êtes les Bakong, vous êtes les Bangala, vous êtes ceci, vous ne serez jamais gouverné. C'est ça, j'aimerais que les Congolais comprennent pourquoi j'ai dit chaque fois qu'il n'y a pas d'État. Parce que l'État, c'est celui-là, la nation qui est représentée juridiquement. Alors, tant que la nation n'est pas unie, nous sommes plusieurs nations, nous ne serons jamais gouvernés. Parce que nous aurons toujours à dire, tel qu'on a mis, c'est tel qu'on a mis là, c'est tel. Et lui, quand on le cite comme ça, il amène toute sa famille, il met au gouvernement. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de ministres. Je sais pas. Merci beaucoup, professeur. Nous tendons vers la fin. Monsieur le professeur, vous êtes un juriste chevronné. Il se pose au sein de la classe politique la question du retour ou non de l'ancien président Joseph Kabila en tant que candidat président après ses deux constitutionnels mandats. Que peut retenir la population congolaise par rapport à cette question? Ce sont des questions qui sont posées par le clanico-tribalo-ethnique congolais. En principe, cette classe politique-là, elle est déjouette, elle est même foutue, elle est idiote. Parce qu'elle ne pouvait pas poser la question. Elle ne pouvait pas poser la question. Elle ne pouvait pas poser la question sur l'ancien président. Cette classe politique-là, quand vous faites des débats, vous parlez de la classe politique, moi j'ai honte. Parce que le président de la République qui a fini 2 mandats, il est sénateur à vie. Vous venez poser la question après que toute question a été résolue par le droit. Le droit congolais a résolu la question. L'ancien président, il est sénateur à vie. Donc voilà, vous remettez toutes ces questions-là dans les débats. Parce que parce qu'effectivement, vous voyez que vous n'avez pas d'autres questions à résoudre. Et c'est pour cela que moi, je vous interpelle, je vous dis,
poser la question de la nation, trouver le fondement qui représente l'État, parce que c'est la nation qui va donner les éléments qui vont représenter l'État, constituer la force de l'État pour construire le pays. Il ne faut pas poser des questions ridicules comme ça. La question a été résolue en droit. Et un ancien président. Alors, les gens là, ils sont en train d'aller le demander de résister à sa qualité de sénateur à vie, de redevenir candidat. Une question résolue, vous la reposez et vous faites même des débats. J'entends les gens, je dis, moi, tout ça c'est de l'idiotie. C'est de l'idiotie. Le Congolais, il ne s'aime pas, il n'aime pas son pays. Parce que la question c'est celle que je vous mets sur la table là. L'amour de la patrie, la qualité des citoyens, votre citoyenneté congolaise vous donne le pouvoir de vous battre pour que vous ayez un État. Voilà les questions qu'il faut remettre sur la table. Nous devons nous aimer les uns les autres et nous supporter parce que nous sommes dans la même enceinte de la République du Congo. Et pourtant, nous sommes des grands peuples et qui avons des identités différentes, qui sommes au fait des nations appelées à se gouverner. Mais on ne peut pas se gouverner en dehors de la République. Donc la question qui se pose, c'est le fondement de la nation, une indivisible, et qui aura des représentants au sommet de l'État. Voilà la question à résoudre. La question que les Congolais doivent résoudre. Au lieu de venir avec des questions déjà tranchées. Voilà les éléments que je vous donne. Ok, d'accord. Encore une fois, merci beaucoup, professeur. Oui. Ça, ce n'est pas une question, mais nous vous donnons quelques minutes de pouvoir vous adresser à la nation congolaise qui est en train de vous suivre en ce net moment. Oui. Un mot de la fin. Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir pour que l'ère demain ou le futur du Congo soit rassuré? Voilà, c'est ce que je viens de dire en répondant à la question de votre collègue journaliste, c'est la nation, je parle en tant que juriste et publiciste, pour gouverner tous les peuples homogènes, hétérogènes qui habitent un pays. C'est pour cela que j'ai distingué dans mes vocabulaires, j'ai parlé Congo, c'est un pays, mais un pays a plusieurs nations. Il a le devoir de construire la nation, une indivisible, qui va fonder l'État. Parce que l'État, c'est l'expression juridique d'une nation. Je donne ça aux Congolais, je vous donne ces leçons-là. Évitez tous les débats ridicules. Donc, l'État, au fait, c'est l'expression juridique de la nation. Donc, on peut dire, du point de vue de droit, la nation, c'est l'État. L'État, c'est l'État qui représente la nation, qui crée ce qu'on appelle appareil administratif. La fonction publique, qui crée des services publics, qui fait un gouvernement où il donne à chaque ministère des activités qu'il doit gérer pour servir son pays. Donc, pour nous servir, nous devons avoir un gouvernement qui est divisé en plusieurs ministères et chaque ministre joue un rôle dans le domaine où on l'a placé pour que, quand il produit, on trouve dans l'action unité dans la diversité, c'est-à-dire la nation unie. Elle gouverne pour servir la nation. C'est-à-dire qu'on est obligé de conjuguer ces efforts-là. C'est tout ce que je peux vous dire. Si on vous donne d'autres débats juridiques compliqués des écoles, des enfants qui font à l'école, ça c'est autre chose. Vous devez retenir que quand vous ne vous aimez pas, vous n'aurez jamais un gouvernement parce que c'est la nation qui est représentée par l'État. L'État, donc, c'est l'expression juridique de la nation. En dehors de la nation, vous n'avez pas un gouvernement. Merci beaucoup, professeur. C'est rien. Merci beaucoup, Madame Exodis. C'est nous qui vous remercions. Fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. On était en train de recevoir, bien évidemment, monsieur le professeur Fidèle Mfamba. Et je présentais cette émission avec Madame Exodis Lukombo. Derrière la caméra, les caméras, j'étais servi par l'ingénieur Fanny Tchoussouaka et l'ingénieur Bertin.